Bonjour Fabien, merci d'être présent avec moi. Comment ça va? Bonjour Elliot, ça va très bien, merci de me recevoir. Merci à toi. Est-ce que tu peux commencer l'épisode par te présenter et nous raconter ce que tu fais, s'il te plaît? Eh bien, bonjour à tous, je m'appelle Fabien, j'ai 30 ans et je suis préparateur mental dans le sport et l'e-sport. J'ai un parcours assez atypique puisque de formation, je suis infirmier. J'ai travaillé à l'hôpital public à la fois en santé mentale et en centre de soins généraux. Si on recule encore plus loin, je suis même athlète de haut niveau quand j'étais plus jeune. Je faisais de l'aviron de mer au niveau national. Et tout ça m'a amené en fait à m'orienter aujourd'hui vers l'accompagnement des personnes qui cherchent à performer au plus haut niveau ou à être dans le confort et de pouvoir performer en étant en fluidité et à l'aise. Alors, comment tu as fait cette transition de infirmier et pourquoi ce sujet t'intéresse? Alors, le domaine de la santé est quelque chose qui me touche tout particulièrement. Je suis issu d'une famille qui met le bien-être du corps et de l'esprit sur le premier tableau, et notamment la pratique du sport est la chose qui, dans la tradition familiale, l'élément qui permet de justement prendre le plus soin de ces deux aspects-là. Ma volonté était justement de me spécialiser dans cet accompagnement de la personne. En fait, infirmier, à mes yeux, c'est ça. C'est le fait d'être l'expert de la personne. Le médecin est l'expert de la maladie. Après, il y a différentes particularités de l'accompagnement en santé et d'autres paramédicaux. Mais l'infirmier, à mes yeux, est la personne qui est centrale, qui gère le projet de soins de la personne, en tout cas qui l'accompagne dans cette dimension-là. Et cette généralité, toute cette diversité m'intéressait et a fait que j'ai fait cette formation-là. Ok, et alors ça veut dire quoi? Parce que préparateur mental, aller vers l'excellence, et en plus tu le fais dans en tout cas, un environnement, notamment l'e-sport, qui est quand même différent de ce qu'on peut Atypique. voir voilà, Mhm. atypique. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire pour toi être préparateur mental? C'est très délicat parce que il y a plusieurs besoins en fait. Être préparateur mental, ça commence par une demande. Je suis en fait un indépendant et je suis contacté soit par des structures, soit par des individus et ou alors des proches. C'est vrai que ça arrive aussi que ce soit des proches qui me contactent. Ok. Donc il y a une demande initiale face à un problème et on pourrait simplifier mon travail en étant soit un accélérateur d'expérience, soit un médiateur ou quelqu'un qui est là pour résoudre ces problèmes. En tout cas, chercher des solutions et pouvoir aller creuser. Donc, mon travail en tant que préparateur mental, en plus, si on se spécifie sur l'e-sport, c'est de l'accompagnement. C'est aider la personne à trouver en elle les solutions, mais aussi être force de proposition sur une ouverture d'esprit à d'autres solutions et essayer de toucher justement des aspects qui n'étaient pas à la conscience et à la portée de la personne de façon initiale. Un exhausteur de Et, conscience, j'aime bien ce terme-là. ok. Et c'est quoi l'objectif en général quand les gens viennent te voir ou quand c'est une structure? Et d'ailleurs, ça doit peut-être être un peu différent quand c'est une structure que j'imagine on impose, entre guillemets, hein, j'imagine la formation, le coaching, la préparation, contrairement à quand c'est un individu qui, de ce que tu dis, a un problème et veut venir le résoudre. C'est quoi enfin, est-ce que tu as des exemples? Donc, les exemples les plus communs que j'ai dans les accompagnements individuels, c'est gérer son stress. J'ai aussi des personnes qui préparent des concours au-delà des sportifs, mais le besoin, c'est ça, c'est d'être plus adapté à son environnement et aux besoins et aux challenges que la personne va rencontrer. Donc, en individuel, c'est ça. On est sur un accompagnement qui est orienté sur la recherche de solutions et donc qui se veut court, moyen terme. Si je suis dans de l'accompagnement long terme, c'est autre chose. Et c'est qu'il y a une autre demande sous-jacente. Mais c'est pas la majorité de mon activité. En Alors, c'est fait, c'est quoi qu'il y a au long terme dans ce cas-là, si c'est bah, pas du stress? au long terme, c'est un peu plus insidieux dans le sens où quand on va aller creuser sur un sujet, il y a un autre problème qui va par exemple apparaître et qui était en fait peut-être la source même D'accord. de la demande initiale. Il y a des choses qui se révèlent au fur et à mesure. J'ai des clients qui typiquement viennent pendant 3 mois, on travaille ensemble. J'en entends pas parler pendant 6 mois, 12 mois. Ils reviennent.
Ouais, en fait, il y a ça qui me titille, puis je pense que j'arrive à un stade où je peux plus gérer tout seul et j'ai besoin de guidance et de voir justement des billes pour pouvoir jongler avec. Est-ce que tu peux m'aider? Ça, je trouve c'est intéressant parce que ça c'est une béquille et je les vois quand ils reviennent justement, ils ont maturé leur problème, ils ont toujours les outils que on a pu développer ensemble et les réflexions et les prises de recul, donc ils sont plus autonomes. Et ça, je pense que c'est un point aussi qu'on va pouvoir mettre en évidence dans nos échanges, mais l'autonomie, le fait de mettre en compétence les personnes que j'accompagne, pour moi, c'est un élément hyper clé. J'ai un fantasme qui est que moi je sois là pour lancer la première impulsion et que bah la bille continue de rouler toute seule, la boule de neige se forme et puis prend de plus en plus d'ampleur et atteint bah, l'objectif et même après face à d'autres euh, problématiques et déjà les armes pour le gérer et que je sois juste peut-être là à la rigueur pour tenir la main ou réconforter si besoin et rappeler les ressources de la personne. Mais mon fantasme, moi, c'est ça, c'est que j'ai plus rien à faire d'une certaine manière. Ok, donc tu as réussi finalement quand tu as donné la canne à pêche et ça y est, la personne est Voilà, autonome, c'est ça, peut c'est ça, pêcher c'est elle-même. ça. Et donc là, si on prend l'exemple le plus commun, donc la gestion du stress, euh, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu fais pour, à court, moyen terme, arriver à diminuer ce stress? Ou à le mieux le gérer en tout cas. Hmm. Il y a plusieurs origines de ce stress. En fait, le stress, c'est une réponse, c'est une adaptation à l'environnement. Et justement, c'est quel est l'environnement, quel est le modèle de croyance, le modèle de compréhension de soi-même et de la réalité autour de soi, qui est subjective. C'est où est-ce qu'il peut y avoir un problème? Est-ce que c'est un manque de confiance en moi? Est-ce que c'est mon estime de moi? Parce que c'est différent. Est-ce que c'est ma gestion émotionnelle qui fait que justement je suis incapable de garder le contrôle quand il y a des afflux émotionnels forts? Est-ce qu'au contraire, j'ai un problème avec mon énergie, j'arrive pas à me relaxer, ou alors je suis trop tendu et je rentre en panique très rapidement, ou même peut-être même la motivation, la concentration, j'arrive pas à communiquer efficacement, ce genre de choses. Le stress, c'est un symptôme et je vais aller creuser dans ces différentes dimensions qu'on peut apparenter à un système du mental, mais il y a plein de représentations du mental. Là, j'ai utilisé le modèle de la méthode Target que j'aime bien parce que je trouve qu'il représente pas mal les blocs principaux sur lesquels on travaille. Et en e-sport, je peux peut-être rajouter cette spécificité, il y a tout un aspect hygiène de vie. Contrairement au sport traditionnel, on n'est pas dans une dépense physique classique, on est sur un sport d'endurance rester jusqu'à 5 heures sur une chaise avec des breaks de 5 minutes entre chaque partie et avoir une attention soutenue tout du long, même si la concentration en elle-même ne consomme pas d'énergie, le fait d'être en résistance sur sa chaise, enfin, une journée de boulot, une journée d'amphi, on sait les effets que ça peut avoir. Ok. Alors, tu as mentionné une méthode Target qui s'écrit comme target cible en anglais. Tu peux C'est m'en ça. dire un peu plus? Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis pas un expert dans cette méthode. Je suis juste un enjoyer, c'est-à-dire que j'ai acheté toute la biblio à ce sujet et je m'en sers assez régulièrement. Mais la représentation du modèle Target, si je suis assez fidèle, et comme je l'ai dit, j'ai pas été formé, donc je préfère me couvrir à ce niveau-là. Mais la représentation du mental par du coup son créateur, Christian Target, c'est qu'il y a une base avec cette notion d'énergie, gestion de son énergie, donc à savoir se relaxer, savoir s'activer, qui est conjointe à l'estime de soi, la représentation que l'on a de soi-même, les valeurs que l'on porte et la capacité à être autonome vis-à-vis de ça, connaître ses raisons de vie, de vivre. La gestion émotionnelle, qui est la faculté de pouvoir réagir face à nos émotions et si on le souhaite, de pouvoir éviter d'être emporté par ces émotions. Parce que quoi qu'il arrive, la neuroscience nous a bien fait comprendre que les émotions arriveront quoi qu'il arrive. Le temps avec lequel l'influx nerveux arrive dans notre néocortex plus de la pensée structurée et précède celui-là. Donc on est obligé de subir les émotions. Maintenant, le travail qu'on peut faire avec ça, c'est libérer de l'espace pour pouvoir choisir comment on veut réagir. Donc ça, c'est ces trois blocs, la base sur laquelle les compétences et les habiletés mentales, comme ils les évoquent, se construisent.
une fois qu'il y a une stabilité ou en tout cas un équilibre qui se fait avec ces trois-là, parce que c'est mouvant, on peut pas dire je gère mon Mhm. énergie, ça y est, je sais comment respirer, donc je sais me relaxer et puis je sais m'activer, ça y est, c'est Ouais, géré ad ok. vitam aeternam. Non, on a des changements dans le corps et on a des changements dans nos vies qui font que on n'est plus toujours la même personne en se réveillant le lendemain. Donc ça bouge. Il faut le réévaluer, il faut être conscient de tout ça. Et au-dessus de ce trio, on peut avoir donc le bloc motivation et confiance en soi. Là, on est sur quelque chose de plus élaboré où ça va être la certitude de réussir ce qu'on entreprend. Et la motivation, elle est très étroitement liée à ça, sur l'envie justement de se lancer dans ce genre de challenge, etc. Et encore au-dessus, il y a un énorme bloc qui, nous, en préparation mentale, euh, centre les athlètes, centre les clients que je vois. C'est un gros morceau, on en parle très régulièrement, de plus en plus, notamment avec le commerce de l'attention, c'est la concentration. Et cette concentration, dans le modèle Target, elle est divisée en trois catégories. C'est peut-être là où je suis un peu moins expert, il faut prendre avec des pincettes ce que je vais dire. C'est cette notion d'être concentré sur le passé, les enseignements, les expériences qu'on a vécues, pouvoir y accéder et en tirer le maximum. La concentration sur le moment présent, qui, d'après la méthode Target, n'est pas vraiment le moment présent, mais le futur immédiat, parce c'est très difficile d'être dans l'instant présent. Et Alors enfin, la là, il y a projection sur quelque le chose. futur. Vas-y. D'accord, mais alors il y a quelque chose que je comprends pas bien ici, parce que quand on parle de l'attention, de la concentration, en général, on pense tout de suite aux réseaux sociaux, on est interrompu, etc. Mais au final, quand on est sportif de haut niveau, que ce soit e-sportif ou sportif, on est quand même normalement sur un truc à la fois, c'est-à-dire que soit je suis devant mon écran en train de jouer, je fais que ça, ou alors je suis en train de, je sais pas si je fais de l'aviron, je suis juste en train de ramer. Finalement, j'ai pas le téléphone, quoi qu'il arrive, sous la main. Donc pourquoi il y a ce sujet de l'attention, de la concentration tout de même à ce moment-là, alors que je suis déjà, enfin, il semblerait concentré. Au top. Exactement. Mais déjà, c'est la recherche d'excellence, bien sûr. Et il y a en fait plusieurs niveaux de concentration à la fois, parce que là, ce qu'on est en train de parler, c'est l'attention soutenue. Mais il y a différents types d'attention. Je ne saurais pas tous te les nommer, mais c'est impossible d'être concentré sur tout à la fois. Il y a des vidéos sur Internet qui sont très sympas pour tester ça, justement, où on voit des personnes qui se font des passes. J'invite les auditeurs à aller regarder Test de l'attention sélective. Si vous l'avez jamais fait, vous allez être bluffé. Mais l'objectif, c'est justement de savoir sur quoi se concentrer, avec quelle intensité. Et il y a un auteur dans mes études à la faculté que j'ai retenu, c'est alors, Jean-Philippe Lachaud, Jean-Christophe Lachaud, je sais plus, enfin bref, c'est Lachaud qui a écrit sur les bulles de l'attention notamment et sur la capacité à se concentrer. Et il a fait tout un programme sur Atoll, ce programme s'appelle sur la gestion de l'attention à l'école. Et il fait la métaphore d'une poutre. L'attention, c'est comme une poutre. Il y a une hauteur de cette poutre avec l'importance de la concentration et les conséquences du fait de tomber de la poutre et de ne plus être concentré. Traverser la route, par exemple, c'est quelque chose où bah, il faut être vraiment concentré parce que si on ne fait pas attention, notre vie peut s'arrêter là. Il y a la largeur de la poutre, la facilité avec laquelle on peut se concentrer. Si c'est simplement taper un texte ou écouter une leçon qui nous passionne, là, c'est facile. Par contre, si on est là dans le jeu vidéo, sur une game décisive, sur les derniers instants, alors qu'on est le dernier dans une situation désavantageuse, la concentration, elle va faire l'essuie-glace entre plein de choses. Elle va être, enfin, la largeur de la poutre va être très très fine, donc ça va être très difficile de rester concentré. Et il y a la longueur de la poutre, le temps qu'on doit rester concentré. Donc c'est Hmm. une représentation déjà pour les néophytes, on peut se représenter comment est-ce que ça fonctionne. Et comme je te disais aussi, il y a différents types d'attention, l'attention soutenue et le Graal, si on peut même aller jusqu'à cet aspect paillette, c'est la zone, c'est l'état de flow et de performance optimale, où là, on est dans un changement biophysique, biologique, chimique, électrique, enfin, où beaucoup de choses se passent et l'expérience devient optimale. La personne est dans une situation d'expertise et de challenge qui fait qu'elle est capable de produire des résultats phénoménaux. Et on le voit régulièrement en sport, on le voit dans tout ce qui demande de la performance, dans le monde du travail, ça rentre aussi un coup en place. Et c'est pour faire le retour sur la méthode Target, quelque chose qui est aussi visé à y retourner de façon le plus récurrente possible. Comme je le disais, ça fait des changements dans le cerveau, ce qui fait
mais que c'est pas un état qui est durable. Il y a une consommation de neurotransmetteurs, il y a un changement d'influx nerveux et du magnétisme. Donc, il faut réussir à l'étendre, mais il faut aussi lui donner la zone de rétraction pour pouvoir re-entrer après dans cette zone. Moi, je suis très friand de manga. Je sais pas si c'est quelque chose qui va parler aux personnes qui nous écoutent, mais le manga que j'aime beaucoup qui parle de ça très bien, c'est Kuroko no Basket, où il y a cette tension narrative où la zone ne dure que 5 minutes, il faut choisir quand est-ce qu'on veut rentrer dedans, mais on choisit pas vraiment quand est-ce qu'on rentre dedans. Donc c'est les aléas. Puis finalement, on arrive à retrouver 1 minute de plus à la fin du match. Je trouve qu'il y a pas Ok. mal de choses intéressantes. C'est hyper intéressant. Alors, tu m'as un peu perdu avec le manga, mais, Oui, pardon. mais- non, non, mais c'est vraiment, vraiment intéressant. Et alors, je me demande, pour atteindre cet état de flow, moi, ça me fait penser un peu à la méditation. Est-ce que c'est quelque chose qui est encouragé, pratiqué, et dans l'e-sport? Est-ce que ça se démocratise aussi? Parce que je sais que chez les sportifs, en tout cas, ça commence bien maintenant, si c'est pas déjà bien Mhm. implanté. Est-ce que Ouais. c'est le cas aussi en e-sport? En e-sport, oui, oui. On est très proche de la pratique sportive. Juste pour faire le parallèle, parce que je pense que c'est important. L'e-sport, à mes yeux, n'est pas véritablement du sport. J'ai dit un sport d'endurance, mais enfin, les échecs, c'est pas vraiment un sport non plus. Enfin, je comprends les personnes qui parlent de l'intensité physique, etc. Mais ça demande la rigueur du sport. Ça demande l'engagement, la préparation, etc. Et c'est là où ce que tu me poses comme question, et c'est à très juste titre, est-ce que la méditation, se démocratise dans l'e-sport aussi, vu qu'elle prend de plus en plus de place dans le sport traditionnel? Oui, 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 clairement. Et je pense qu'on a des très beaux exemples dans nos champions français qui justement pratiquent la méditation de façon accrue. Un joueur qui joue au plus haut niveau sur League of Legends, Ansama en Europe, a exprimé qu'il faisait 20 minutes de méditation le matin pour commencer sa journée, 20 minutes de méditation avant l'entraînement et 20 minutes de méditation après l'entraînement pour se calmer. Et les bénéfices qu'il trouve, c'est créativité, capacité à se concentrer, atteindre le flow et la zone, comme tu le disais. Ouais, et donc 1 heure par jour, c'est pas rien. Moi, ça me fait penser aussi à autre chose que tu mentionnais dans une interview, qui était que finalement la préparation mentale, ce n'est qu'un outil parmi les autres pour réussir, pour aller vers l'excellence, et que forcément sans la compétence, sans finalement, sans être fort déjà de base au jeu, par exemple, la préparation mentale n'était pas forcément indispensable, en tout cas qu'il fallait le tout. Pour le commun des mortels, à quel moment il faut s'intéresser à la préparation mentale et à, par exemple, la gestion du stress? Est-ce que le faire dès le début, c'est intéressant, ou est-ce qu'il faut d'abord que je devienne très bon à quelque chose et après je m'y intéresse? On peut faire le parallèle avec le développement personnel où je pense que le plus intéressant, c'est le feu sacré. C'est l'impulsion initiale. S'il y a un intérêt pour la préparation mentale chez un compétiteur en semi-professionnel, un semi-amateur, enfin un amateur, je pense que c'est intéressant de suivre ces impulsions et d'aller creuser ces domaines-là parce que dans tous les cas, il y aura un bénéfice. C'est Enfin, je pense que tout le monde gagnerait à maîtriser ou à améliorer sa capacité et à gérer les habiletés mentales qu'on a évoquées avant, de la méthode Target ou même autre. Donc, il y a un intérêt certain. Après, c'est pas le dénominateur commun, enfin, c'est pas la raison qui va faire que tu vas être meilleur. Est-ce que ça va te permettre d'être plus en confort et de plus apprécier ton sport? Par contre, là, oui, il y a des éléments clairs. Mais d'un autre côté, si tu es incapable de ressentir du plaisir parce que tu n'arrives pas à faire ton coup droit de la façon que tu voudrais ou ton service n'est pas au point, ben, du coup, ton énergie, elle est stratégiquement mieux placée dans le travail technique et dans la répétition. En soi, la prescription de travail mental, elle peut être intéressante malgré tout, puisque avec l'imagerie mentale et tous ces exercices-là, les recherches nous montrent que les circuits neuronaux qui sont sollicités sont les mêmes que lors des gestes physiques. Donc, on est sur un travail qui est aussi efficace, mais qui sollicite moins d'énergie dans le corps et qui permet, par exemple, dans des temps de repos ou alors dans des temps d'attente ou des choses incompressibles, des transports, etc., de pratiquer et de pouvoir optimiser, même quand on est un athlète amateur et profiter des atouts et du gain que offre la préparation mentale.
Tu mentionnais au début que tu as accompagné donc des individus, mais aussi des groupes, en tout cas qu'il y avait des organisations qui te contactaient. Est-ce Mhm. que dans ce cadre, tu fais des coachings aussi à plusieurs ou est-ce que c'est toujours individualisé? Et qu'est-ce que ça change, le fait justement que les personnes ne t'aient pas sollicité directement? Alors, il y a deux choses. Tu me rappelleras parce que je vais sûrement m'engouffrer dans le premier point. Mais je vais commencer par, du coup, est-ce que j'interviens avec des groupes? Et oui, 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 oui. Même, c'est un champ d'études qui est en pleine expansion dans la psychologie du sport et de la performance. On se rend compte que l'état du groupe a plus d'impact sur la performance que chaque individu cumulé. C'est-à-dire que la perception que chaque personne va avoir du groupe va créer une représentation de l'état du groupe et cette représentation aura plus d'effet sur la performance. C'est-à-dire que si un joueur se sent très bien, mais qu'il a l'impression que ses coéquipiers sont en sous-performance et que tout le monde est dans cet état d'esprit-là, ils auront beau être individuellement dans le meilleur état de forme possible, le groupe va Hmm. sous-performer. Donc, Ok, il y a une importance capitale à aller traiter cette dynamique de groupe et on peut tout de suite faire la corrélation avec la cohésion. Très souvent, c'est l'élément principal dans le monde du travail, dans le monde du sport. C'est deux éléments qui sont au cœur de la gestion des équipes. Il y a cette cohésion procédurale, donc la capacité à faire des choses ensemble, à fonctionner, à avoir des process et à réagir de façon adaptée, et la cohésion sociale. Cette cohésion sociale, c'est le glaçage sur le gâteau. C'est un bonus. Ça rend la chose encore plus agréable, mais elle n'est pas indispensable à la performance. On se rend compte que des groupes qui sont très militaires, très structurés et qui partagent pas forcément de temps affectif ou en dehors du travail ou de l'équipe ensemble sont tout à fait capables de produire d'excellents résultats. Donc ok. voilà, j'interviens en groupe. Ça peut être sur les thématiques qu'on a évoquées avant avec la méthode Target, etc. Gestion émotionnelle, c'est souvent au cœur des groupes. La gestion du cadre, réussir à ajuster, et notamment dans mon travail en e-sport, j'ai des cultures qui se croisent, des langues. Tout le monde parle en anglais, mais presque personne ne parle dans sa langue maternelle. Donc, il y a des incompréhensions qui arrivent, les cultures sont différentes. Je travaille avec la Carmine Corp chez les Game Changers où on est avec un profil russe, un profil turc, un profil belge, un profil français, un profil Ouais. allemand, mix philippine. Donc, il y a une culture, enfin, il y a un mix des cultures qui est incroyable et très riche, mais qui nécessite des temps de mise au point. Certaines, je pense notamment à la culture plus de l'Est, sont très radicaux et très directs et apprécient la franchise et le feedback franc. Tandis que sur un plus occidental, en France, on aime bien, on a besoin de mettre des formes, on a besoin d'un accompagnement, et il y a plus de chaleur nécessaire. Donc voilà, intervention en groupe, je pense que c'est capital, c'est ça qui a même le plus d'impact et il y a des très bons chercheurs dans le domaine, je pense à Michael Campo qui accompagne notre équipe nationale de rugby et qui fait plein d'autres choses super, allez regarder son travail, c'est lui, je pense, le leader de recherche dans ce domaine. Et après, ton autre question, c'était... Bah, et c'était savoir, mais je vais la reformuler, c'était savoir est-ce que ça change quelque chose que quelqu'un ne sollicite pas directement, mais j'irai même plus loin. Est-ce que tu as déjà des cas où des personnes étaient un peu réfractaires à ce que Mhm, tu proposes et comment ça se déroule à ce moment-là? mhm. Oui, donc je suis aussi sophrologue de formation, qui pour moi est la cousine de l'hypnose, et mon travail de fin d'études en étant infirmier, c'était comment utiliser l'hypnose pour diminuer les douleurs associées aux soins. Donc j'utilise ces méthodes-là et ça fait totalement sens avec ce que tu viens de dire. Peut-être un peu moins pour la préparation mentale qui est plus encadrée par la recherche scientifique, en tout cas qui est médiatisée de façon plus scientifique. Il y a des réticences, effectivement. Il y a des réticences face à la préparation. Et d'autant plus quand on est dans ce cadre de demande où la personne n'a pas sollicité un accompagnement initial. Et je pense que dans le domaine du sport, j'ai des confrères qui l'ont très bien évoqué, ou des coachs, même célèbres simplement, comme Pep, qui disait, je vais pas apprendre à ce grand joueur, à Cristiano Ronaldo, à jouer au foot. Enfin, il a une science du jeu qui est certainement supérieure à la mienne. Moi, je suis là pour accompagner le travail qu'il y a autour de ça et l'aider à structurer, lui faire des feedbacks, etc. Donc, ouais, c'est particulier comme travail.
Et autant dans ma pratique de jeune préparateur mental, j'étais dans une forme de séduction où je mettais en valeur, je mettais le plus beau smoking sur les bénéfices que pouvait apporter la sophrologie ou le travail sur la gestion du stress, des émotions, etc. Quels étaient les bénéfices que la personne pouvait espérer. Il y a tout un effet placebo autour de ça qui est intéressant. Je pense que quand on choisit un professionnel qui nous accompagne, il est important d'être en phase avec celui-ci. S'il peut nous transporter et nous faire rêver, c'est un bonus qu'il faut complètement utiliser même si il est biaisé, parce que en soi, entre deux professionnels, même s'il y a une identité qui est différente, l'expertise très souvent, quand on est sur quelque chose de basé sur les sciences, elle est la même. Je travaille en réseau à la Carmine Corp et on est cinq préparateurs, même six préparateurs performance coach, comme on Ah s'appelle ouais. là-bas, et on a chacun des domaines d'expertise, mais on revient tous à une base identique. Donc, c'est là où il y a un bonus à comment tu abordes la personne, mais il y a toujours un socle commun et c'est ça aussi qu'il faut se dire quand on accompagne quelqu'un. C'est evidence-based. Derrière, ça a été éprouvé pour la plupart. Certes, quand on est sur la recherche de performance et qu'on est sur le top niveau mondial, je pense qu'il faut être capable de prendre des risques et expérimenter des nouvelles choses en le verbalisant de façon claire avec la personne. On est sur ce biais d'autonomie, encore une fois, et de mise en capacité. Je vais jamais survendre une méthode à quelqu'un. Je vais toujours m'adapter et je pense que chacun a des individualités et a besoin qu'on le personnalise son accompagnement. C'est une notion très forte chez moi aussi, que on puisse faire quelque chose de sur mesure dans les grands clous de la science et de ce qu'on travaille, bien évidemment. Donc oui, des fois, ça prend pas malheureusement. Et il faut ramer un petit peu. Il n'y a pas que ces profils-là avec beaucoup d'expérience et de peut-être un ego qui s'est construit et un besoin d'être uniquement centré sur soi. Mais j'ai aussi des personnes qui viennent challenger cette approche et qui me disent bah non, ça marche pas du tout. Et historiquement, j'ai eu beaucoup de mal avec des personnes qui venaient de Turquie. Je sais pas pourquoi j'ai fait ce rapprochement, Ah, mais des hommes qui me disaient bah en fait moi, j'ai un mental fort. Je vois pas pourquoi j'aurais hmm. besoin de le travailler. Puis même quand j'en parle autour de moi, Ah, au mon moins, ils ont père me... confiance en eux, ça c'est. Voilà, c'est ça. Ben, c'est le modèle qu'ils ont construit d'eux-mêmes. C'est un modèle solide qui a pas besoin d'être soutenu, etc. C'est pas forcément un piège. Et il s'est arrivé ici pour une bonne raison. Donc même quand j'en parle autour de moi, on me dit, bah je vais pas aller creuser tous mes problèmes psychologiques parce que je fonctionne très bien comme je suis aujourd'hui et je sais que si je vais aller remuer la terre, je vais trouver des merdes. Donc je fonctionne bien comme ça, mais je sais qu'il pourrait se passer des trucs. Ouais, c'est un Donc peu la politique de l'autruche, en espérant que tout se passe bien. oui, non, je comprends ce Oui et point de non. vue parce que à partir du moment où un fonctionnement est là et que bah, c'est intériorisé, que oui, il y a des problèmes Ouais. et que j'ai décidé de pas les traiter, je suis aussi dans le respect de ça. Ma démarche, elle est pas de faire travailler à tout prix. Il y a des personnes que j'accompagne, c'est simplement de la parlotte. Hmm. Mais on est dans l'écoute active. On est dans une attitude rogérienne et c'est ça que j'ai hérité de ma formation et de mon expérience d'infirmier, la relation d'aide. Simplement d'avoir quelqu'un avec qui refléter ses pensées et de pouvoir discuter en étant dans un cadre qui est complètement autre que ses collègues de travail, que sa famille, que ses amis, où on peut délivrer en étant décomplexé, bah c'est quelque chose de super riche. Et petite anecdote, moi c'est quelque chose que je pratique quand je fais du covoiturage. C'est des gens que je ne Ok. reverrai jamais. Donc Je tu te me perds. lâches. Si je sens que je suis en phase avec les personnes qui sont dans ma voiture et que il y a une disponibilité pour écouter, etc. Bah, je livre des sujets très personnels. Et à l'opposé, quand je sens qu'il y a un besoin de se livrer, bah si je suis pareil, en phase OK et que le boulot m'a pas déjà bien pris mon énergie, je me rends disponible et je fais savoir on peut en parler, quoi. Ouais, c'est ça, parce que ça demande de l'énergie quand même d'écouter Oui, activement comme ça. Ok. c'est Euh, mon super pouvoir. J'aime bien dire que je suis un super-héros capable de faire parler les gens. Génial. Euh, En préparation de cet épisode, j'ai posé une question simplement qui était bah, qu'est-ce que vous aimeriez poser à Fabien lors de cette interview, à des personnes notamment qui jouent aux jeux vidéo, qui suivent eh bien, l'e-sport. Et la question qui est plus revenue et de très loin, c'est comment gérer la défaite? Ouais, ouais, la défaite très douloureuse dans tous les domaines.
le sentiment de perte, c'est une très bonne question parce qu'on va tous y être confrontés à un moment donné dans notre vie, soit par notre travail, etc. Mais même rien que notre finitude humaine va nous faire voir qu'on perd des choses. Et être capable de gérer ce sentiment est hyper important. En préparation mentale, on dit que plutôt que le résultat, il est, c'est riche de se centrer sur la maîtrise, sur la performance et sur ce que nous, on voulait faire et est-ce qu'on a été capable de le faire. Qu'est-ce qui est uniquement dépendant de moi-même. Donc, c'est très difficile, je suis d'accord, surtout quand on a des attentes très élevées, etc. Je vais pas être là pour vous dire en tant que gourou spirituel que vous devez lâcher tout attachement à vos rêves et à vos attentes de résultats parce qu'elles sont motrices en termes de motivation. Et j'aime bien rappeler aux personnes que j'accompagne de façon quotidienne, dans tes routines, si tu fais telle chose qui peut-être est pénible ou alors te demande une énergie mentale supérieure, mets-le en lien avec ton rêve, ton objectif de résultat, pour pouvoir lui donner du sens et pour pouvoir utiliser quand même la force de cette motivation. Ouais, Mais, dans ce... mhm. Vas-y, je t'en prie, t'allais dire... Mais en fait, on est esclave de tout ça parce que les sportifs de haut niveau, je me rappelle de Federer qui faisait comment ça s'appelle, un discours, je sais plus quelle université, les sportifs de haut niveau perdent. Et Faker, le plus grand joueur du monde de l'histoire des jeux vidéo, il perd énormément. La question, c'est comment est-ce que tu veux réagir face à cet échec? Qu'est-ce que tu reçois comme feedback? C'est une information, l'échec. Donc, quelle information tu reçois? Comment est-ce que tu veux la traiter? Et quand est-ce que tu veux atteindre ton pic de performance pour maximiser les chances de réussir? Même si, bah, on va pas se cacher, quelqu'un qui concourt en ce moment en 400 mètres nage face à Léo Marchand, il a peut-être moins de chances, même s'il fait son meilleur temps. Mais il va ressentir ce sentiment de défaite et en même temps, cette sensation peut-être de réussite d'avoir battu son record personnel et d'avoir fait sa préparation dans les meilleures conditions. Mais les astres et la réalité a fait que il a été sur la route de quelqu'un qui était un extraterrestre ou alors bien plus fort que lui. Il n'a pas pu atteindre ce résultat. Donc, centrer sur ce qu'on peut maîtriser et se satisfaire de notre performance et réussir à s'évaluer par rapport à soi-même. Ouais, donc énormément de parallèles avec le stoïcisme où on essaie de ne pas trop se concentrer sur ce qu'on ne maîtrise pas. Ok. Tout à fait. Bah, écoute Fabien, c'est hyper intéressant tout ça. Je vois le temps qui file. Donc ce que je te propose, c'est de passer aux questions de la fin avec la première question Avec plaisir. qui est pour toi la formation ou le coaching, peut-être dans ton cas, dans 10 ans, ça ressemblera à quoi? Très bonne question. Je pense que il y a un parallèle qui va se faire. Moi, je suis très sensible au travail des intelligences artificielles génératives. Et j'ai entendu parler en début d'année, par exemple, d'un projet qui était de mettre en place une base de données, un entraînement d'intelligence artificielle avec toutes les connaissances du coaching, toutes les connaissances de l'accompagnement psychologique, etc. Moi, je rêve justement de ce futur dans 10 ans où on pourra avoir l'assistance d'un coach, certes qui sera pas humain, mais qui Ou tu sera rêves d'être remplacé, là, c'est ce que j'entends. d'une certaine manière. Je pense que, enfin, il me semble avoir vu des résultats d'études qui montrent que en présence de médecins et comparé à des intelligences artificielles qui annoncent des diagnostics, les patients montraient enfin, ressentaient plus d'empathie via les intelligences artificielles parce que leur taux de patience et leur capacité à représenter les émotions humaines était tellement précis, bah, que il y avait plus de bénéfices à être accompagné. En tout cas, ils se sentaient plus soutenus et dans l'empathie vis-à-vis des intelligences artificielles. Donc, j'ai cet espoir qu'on puisse avoir cet accompagnement optimal et qui soit proche de chacun, qui soit accessible. Je suis aussi partisan du fait qu'on a tous besoin d'un soutien psychologique dans notre vie, que ce soit par un professionnel, j'entends, hein. On n'a pas encore à l'étape où les IA peuvent nous remplacer, même si j'aime bien de temps en temps aller challenger ChatGPT sur est-ce que tu peux me donner des conseils parce que là je me sens pas Ouais. bien, il y a personne de Mais dans dispo. 10 ans, vu que ça va tellement vite, ça va Ouais, c'est peut-être. ça, c'est ça, c'est Ok. ça. Et par contre, tu te posais la question juste de la place de l'être humain dans tout ça, parce que oui, ça va me remplacer,
Mais ça n'empêche que il y a cette base d'entraînement des intelligences artificielles qu'il va falloir alimenter. Et j'ai fait référence à plusieurs chercheurs, que ce soit Lachaud, que ce soit Campo ou d'autres. Il faut investir ces champs-là. Et je pense que c'est hyper stimulant de se dire que plutôt d'être dans l'exécution, bon, même si je retire énormément de plaisir à être dans la relation, comme je l'ai dit, la relation d'aide, etc. Et certaines personnes peut-être ne seront pas à l'aise avec l'IA, donc il faudra toujours des gens pour pouvoir être disponible interaction humaine à humain. Mais je pense que la créativité et l'exploration, même si elle est faisable avec l'intelligence artificielle aussi, en ajoutant certains paramètres, elle va être l'opportunité de ces 10 prochaines années. Et même moi, n'étant pas issu de la recherche, ben, je suis dans l'expérimentation, je suis dans la recherche de nouvelles solutions et tester, etc. Comme je disais, il y a certaines choses qui ont été prouvées par la science, mais la science met énormément de temps rétrospectivement à attester les choses. Plus on l'a vu avec les recherches sur le tabac. Enfin, il y a possibilité de court-circuiter le système de la recherche. Donc, ça peut prendre vraiment beaucoup de temps avant d'assurer un truc très sérieux, très carré et qui soit mis à disposition d'entraînement des IA. Mais à côté, on peut se permettre certaines formes de folie dans nos accompagnements et dans nos recherches de solutions et avec des personnes qui sont soit au sommet, soit très curieux de la dans performance, de tester ces choses et d'aller dans tous ces univers. Petite digression pour terminer, peut-être. Je suis très intéressé par le travail en apnée et la plongée en apnée. C'est un domaine où on a cru pendant très longtemps qu'il était impossible d'aller à certaines profondeurs, notamment sans oxygène. Mais en le faisant et en repoussant ses limites, on s'est rendu compte qu'il y avait des mécanismes d'adaptation qui se mettaient en place. Il y a des effets sur le mental, il y a des effets sur le corps qui sont découverts. C'est juste fantastique et ça donne envie de s'investir dans ces choses-là et d'aller à la découverte. Et c'est, je pense, dans notre ADN à tous, en tout cas dans l'être humain, c'est explorer. Ouais, Et essayer de peut-être, repousser les frontières, mais tout ça c'est est ça, fascinant, l'exploration est peut-être plus c'est clair. autour de nous, mais peut-être à l'intérieur de nous et dans ce qu'on peut faire de nous-mêmes. Est-ce qu'il y a un média ou une personne qui t'inspire? Les personnes avec qui je travaille m'inspirent de manière générale. À la Carmine Corp, c'est un peu un rêve de pouvoir travailler en groupe pluridisciplinaire presque. Il y a Yoann Rocabois, il y a Clem Tillier, il y a Jordi Joliet, il y a Soufiane, j'ai pas son nom de famille malheureusement, il y a Fred Vernias, enfin, mais les collègues avec qui j'échange là, c'est un vrai plaisir. Ça rend ce travail ultra riche et ultra plaisant malgré les contraintes. Mais ben, les travaux de la chose, je les suis toujours avec attention. Petite blague vu qu'il se travaille sur l'attention justement. Et je suis très sensible, comme je le disais aussi, à l'extension des connaissances sur le travail et la compréhension des dynamiques de groupe. C'est les choses sur lesquelles je pense on va découvrir des choses très prochainement et on a un champ de recherche qui s'ouvre. Donc moi, je vais m'investir dans ce domaine-là et je pense que c'est très enrichissant, que ce soit dans le travail, que ce soit dans les relations sociales, familiales, etc. C'est intéressant de prendre conscience, pas forcément d'aller chercher l'optimisation dans dans ces domaines de vie, mais d'avoir conscience de ce qui se passe et de pouvoir mieux le comprendre et développer peut-être la tolérance justement en ayant cette compréhension. Génial. Est-ce qu'il y a, parce qu'on a peu parlé finalement d'outils, on a parlé de méthodes un tout petit Mhm. peu, mais peu d'outils. Est-ce qu'il y a des outils digitaux que tu utilises, ou au moins un outil digital dont tu aimerais parler? Je pense pas qu'il y ait d'outils révolutionnaires dans mon éventail. J'ai vu quelques publications que tu faisais sur LinkedIn et j'ai retrouvé des outils comme Kahoot que j'apprécie tout particulièrement. Mais j'ai aussi découvert des choses que j'ignorais. Je me le suis mis en enregistré pour pouvoir y revenir, mais je suis toujours à la recherche d'outils et encore une fois, je vais revenir aux IA, mais il y a un travail, je pense, à mettre en place pour tous les professionnels dans tous les secteurs tout ce qui est tâches rébarbatives. Moi, je sais que la prise de notes, par exemple, je l'automatise par l'utilisation d'outils d'intelligence artificielle et je fais faire des comptes rendus et comme ça me permet de plus être dans Tu la as le prise nom de du notes. logiciel? Bah, c'est via ChatGPT. Ok. J'utilise ça et je mets en place. Je suis encore en train de développer le truc parce que, enfin, je pense qu'il y a même des gens qui le développent mieux que moi, mais je suis encore en train de le bidouiller
Parce que il y a des choses qui sont pas ultra optimales, mais il faut suivre ce qui se passe en développement et on peut juste avec ChatGPT mettre en place des trucs, des automations, etc., qui permettent d'être plus dans l'interaction et se détacher justement de ce support, même si c'est toujours important de les avoir a posteriori et de réfléchir à tête reposée et de poser les choses par écrit. Ok. En parlant d'écrit, est-ce que il y a un livre ou peut-être un manga dans ton cas que tu aurais sur ta table de chevet? Sur ma table de chevet, il y a toujours beaucoup de choses. Je regarde à droite, à gauche, il y a des livres de partout. Il y a des livres qui sont entamés, il y a des livres qui sont finis. Euh, Est-ce qu'il y a un domaine en particulier qui... Si tu as quelque chose lié à la formation à santé mentale, c'est chouette. Après, ça peut être n'importe quoi. Hmm. Il y a deux livres, moi, que j'ai beaucoup aimé lire et que je reviens dans mon domaine, la préparation mentale. On va pas être plus sur la santé mentale, mais il y a Cédric Quignon-Fleuret qui a écrit un livre sur son travail de psychologue du sport, qui est assez intéressant. J'ai plus le nom exact. Je vais dire des bêtises parce que Ouais, on le malheureusement, retrouvera, on le c'est mettra en ça, description. on a des noms qui se chevauchent. Et il y a un autre livre où là, je suis plus trop sûr de l'auteur, mais j'ai le nom, c'est Dans la tête des champions, un truc comme ça. Attends, c'est Ramos, je crois. Christian Ramos, un truc comme ça. C'est qui a fait une carte en introduction du mental avec toutes les phases, la rivière du doute, l'île de l'espérance. Enfin bref, il y a toute une représentation graphique des étapes par lesquelles on peut passer dans sa préparation à un objectif. Et il y a plein de choses tirées de son expérience et en même temps conceptualisées, mais avec des métaphores. Par exemple, les professionnels de l'accompagnement, c'est des magiciens, des druides. Il y a des druides noirs, des druides blancs. Enfin, je trouvais ça hyper abordable et en même temps assez juste. J'y reviens régulièrement dans ma pratique. Super. Dis-moi, Fabien, où est-ce qu'on peut te trouver digitalement si jamais on veut te faire un coucou ou peut-être travailler avec toi? Bien, écoute, LinkedIn, Fabien Kiliveré, tout simplement. Et puis, dans le domaine de l'e-sport, notre LinkedIn à nous, c'est X ou Twitter. Donc, Performance Fabien, c'est là où vous me trouverez. J'ai un site internet qui est plus 3 jours, vu l'intensité du travail que j'ai avec mes clients ces derniers mois. Mais vous trouverez quand même des articles avec ma vision et puis les outils que j'utilise, que je mets gratuitement à disposition. Super. Bah écoute, Fabien, c'était hyper intéressant comme épisode. Je te remercie d'être passé dans le Un podcast. Est-ce que plaisir tu as un dernier partagé. mot pour clôturer tout ça? Prenez soin de vous. C'est comme ça que je conclue tous mes entretiens, je pense. C'est très important d'avoir conscience de soi, à la fois quand vous êtes performeur, à la fois quand vous êtes soutien, ou toutes ces choses-là, c'est hyper important pour être disponible aux autres, il faut être disponible à soi. Je pense que c'est très important, notamment dans l'ère du numérique où on peut très vite être isolé. Et ouais, je pense que c'est très important d'être sensible à nos besoins et d'être capable de les verbaliser et de à la fois mettre les limites, mais aussi exprimer les choses qu'on aimerait recevoir. Super. Et ben écoute, sur ces belles paroles, je te remercie encore une fois et à la prochaine. Merci Elliot. Bien, à bientôt tout le monde.